Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous recevoir. Nous sommes à l'Institut du monde arabe, il fait toujours beau. Nous allons évidemment, avec tous mes camarades que vous connaissez et que vous appréciez, analyser, commenter l'actualité culturelle francophone après un sommaire que voici. Arrête ton cinéma de la réalisatrice Diane Curis, adaptée du roman de l'actrice Sylvie Testu, est sorti récemment en France. C'est une comédie mettant en scène une actrice qui veut faire son premier film, une histoire de cinéma qui parle du cinéma. La mode est à la mise en abîme dans tous les domaines et le cinéma n'y échappe donc pas. Nous en parlerons. Et si le critique littéraire de demain était sur YouTube? En fait, c'est déjà le cas. On les appelle les booktubers. Ce sont des jeunes qui aiment les livres et qui partagent leurs derniers coups de cœur littéraires sur la toile. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Ces jeunes ont-ils une réelle influence sur les ventes de livres? Ce sont des questions que nous nous poserons. Et enfin, nous évoquerons un artiste polymorphe, le belge Arnaud, de retour sur le devant de la scène avec un album et avec un film où il partage l'affiche avec Nathalie Baye. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà, les vrais Beatles sont là. Estelle Martin, bonjour. Bonjour. Georges Martin, le producteur, vous êtes Estelle Martin, sa fille, donc TV5 Monde. Excellente journaliste. Bonjour, mon cher Mathieu. Bonjour. Vous avez un peu, quoi, non, malheureusement, non, vous êtes plus Dépêche Mode. Dave Gahan, voilà, c'est ça, un petit ouais. Dave Gahan. Pas très francophone. Bon, vous, évidemment. Oui, c'est Peter Garrett, le voilà, leader de Midnight Oil. ambassadeur pour l'attractivité culturelle de la France et évidemment bien aimé chroniqueur compétent. Et Yves Bigot, le directeur de TV5 Monde. J'aime bien donner comme ça les qualificatifs. On a l'impression d'une sorte d'antichambre de l'Académie française où nous finirons tous. Et Michel Serruti, donc, qui est de la radio-télévision suisse, mon cher Michel. Je suis ravi de vous accueillir. Il faut bien que quelqu'un sente ici l'hiver comme Michel et Mathieu, car à Paris, il fait un temps de rêve. Le premier sujet, le voici. Nous allons parler du cinéma et surtout du cinéma quand il parle de lui-même, un peu comme par exemple dans un célèbre film de Truffaut, le 7e art qui regarde, ou plutôt qui se regarde de nombril. La mode est à la mise en abîme dans tous les domaines, et évidemment le cinéma n'y échappe pas. La semaine dernière, nous avons parlé de la série 10% qui a cartonné. Arrête ton cinéma est un film de la réalisatrice Diane Curis, adapté du roman de l'actrice donc Sylvie Testu, qui est sorti récemment en France. On parlera de cet exercice de mise en abîme et de ce film en particulier, juste après la bande-annonce que voici. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il y a des productrices qui m'ont appelé. Elles veulent que j'écrive le scénario sur mes sœurs et mon père. C'est formidable. Je fais réaliser mon film. Mais c'est qui ta prod? T'as vu comme elle est mignonne? C'est le genre de femme affreuse. Pareil qu'elle jette les gens dans les escaliers. Ça va être génial, on va faire une promo de malade. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. Mais ça, on s'en fout, t'as une histoire et c'est la tienne en plus. Et les actrices, on les signe tout de suite, sinon elles seront plus libres. On se fait chier. Très longtemps, on se fait chier. Pourquoi le père, il travaillerait pas dans un haras? Les gens, ils adorent les chevaux en ce moment. J'adore. Pourquoi il tiendrait pas un bar, le père? T'en fais un type un peu baroudeur, et puis les filles, c'est des filles qui ont des couilles. C'est plus moderne. Le rôle principal, c'est qui? C'est vous trois. Non, enfin, c'est toi quand même. Moi, je suis ravie, hein. J'ai toujours rêvé de jouer une pute. En même temps, comédienne, c'est un peu pareil. Oui, et puis ta version avec les 3 radins, là, excuse-moi, mais je sais pas qui a eu cette idée. Je vais le faire pour toi, ce film. Je vais le faire pour ton petit cul. Mais dis donc, bande de salopes! Vous croyez où? Quand la chatte est pas là, les souris dansent? Les productrices et moi, on est amoureuses de notre travail. Bah, bonne partouze, alors. Mesdames et messieurs, pretty girls et pretty boys, s'il vous plaît. Je sais que je peux compter sur vous. Allez, je suis les fous. Vive le cinéma! Vous l'auriez vu sur son camion, l'autre, on aurait dit Napoléon. Voilà, et donc vous retrouviez dans ce film Sylvie Testu, Josiane Balasco et Zabou Bretman, Sylvie dont le roman a été adapté. Alors je parlais tout à l'heure de Truffaut, évidemment, parce que tout le monde pense à La Nuit américaine ou à beaucoup de films américains qui parlent du cinéma. Est-ce que vous êtes convaincu à la fois par l'exercice et par ce type d'exercice? Je vais commencer par vous, Mathieu. C'est un bel essai. J'ai pas lu le roman, cela dit, mais j'ai pas trouvé beaucoup de qualité à ce film-là, outre le fait que, bon, c'est intéressant parce que peut-être qu'en grand public, ça va amener
cette réflexion sur le cinéma-là qui fait peut-être pas nécessairement partie, justement, des films grand public. Pour moi, un des trucs les plus extraordinaires dans le genre, ça restera toujours La Jetée de Chris Marker, mais c'est pas un film grand public. On n'est pas dans le grand public. Et c'est dommage parce qu'il y en a de bons films qui parlent de ça, mais il n'y a pas de très bons textes dans ce film-là. Les actrices sont un peu laissées à elles-mêmes. On est dans quelque chose d'assez lourdingue. Bref... mais surtout que l'année dernière, dans un registre qui n'est pas totalement le cinéma, mais qui est le cinéma vers le théâtre, il y a eu une sorte de chef-d'œuvre, une bombe mondiale, qui était Birdman d'Iñárritu, qui a eu l'Oscar, et qui était absolument extraordinaire. Sur ce vieil acteur... qui se relance à Broadway. Enfin, c'était un chef-d'œuvre absolu. Et dans le cinéma québécois, par exemple, on a un réalisateur, nous, qui s'appelle Robert Morin, qui est un maître de ce genre-là, c'est-à-dire quelqu'un qui joue beaucoup sur les codes du cinéma, qui se met en scène dans un cinéma qui est vraiment à la frontière du cinéma d'essai et du cinéma populaire. Et Robert Morin fait vraiment très bien Morin. Morin, M-O-R-I-N. Et d'ailleurs, il y a un très beau coffret qui existe de ses œuvres. Il est encore très actif. Et c'est dommage de voir que ce film-là, en tout cas, à mon avis, s'échoue sur plusieurs récifs en partant d'une très bonne idée. Bon. Alors maintenant, passons à l'étape suivante, qui est celle justement de la mise en abîme. Est-ce que vous êtes, vous et les uns et les autres, attirés, surtout ceux qui nous regardent, avec l'amitié que nous avons à les retrouver chaque week-end, est-ce que vous pensez que c'est toujours intéressant de se livrer à cet exercice de narcissisme? Est-ce que le cinéma a intérêt à se regarder? D'ailleurs, pourquoi se regarde-t-il? Il y a Hollywood qui l'a bien fait. Hollywood l'a bien fait avec Sunset Boulevard, avec Barton Fink, des frères Cohen, avec ce scénariste qui est totalement perdu. Là, c'est passionnant et ça nous parle du cinéma, mais je pense que ça nous intéresse tout. Là, le problème... stays in the picture. Aussi. Non, mais même en France, mais en France, oui, il y a Irma Vep, par exemple, qui est, à mon avis, un des plus beaux films qui parle de l'acte de faire du cinéma. Donc, il y a des grands films français qui traitent de ça. Il y a Le père de mes enfants, de Mia Hansen-Løve, qui était un très joli film, très sensible. Alors, peut-être pas non plus très grand public, mais qui revenait sur les mésaventures de ce producteur très connu dans le milieu du cinéma, qui était Humbert Balsan, qui s'est suicidé. Balsan, pardon, qui s'est suicidé parce que il n'y arrivait plus. Parce que c'est un métier très difficile. Et c'est là où je regrette un peu, parce que dans ce film Arrête ton cinéma, on voit pas vraiment les ficelles du métier de producteur. Je pense que ça doit être compliqué à montrer ce métier de producteur qui reste pour le grand public assez méconnu. Et surtout que là, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. En l'occurrence, là-dessus, qui est un peu la manière d'ailleurs d'exorciser ce qu'a vécu Sylvie Testu, qui est assez triste, qui est de montrer d'ailleurs non seulement la difficulté pour un comédien de devenir réalisateur, mais surtout pour une comédienne de devenir réalisatrice avec tous les stades. Et là, d'ailleurs, on voit bien, en plus, qu'elle se trouve face à des productrices, donc avec y compris cette bagarre, je dirais presque, entre femmes. Et en l'occurrence, Diane Curis a voulu en faire une comédie, donc tout est exagéré. Les personnages des deux productrices, que ce soit Zabou Breitman ou Josiane Balasco, sont... porté au paroxysme, on va dire, du ridicule. Caricature. Voilà, parce que c'est fait pour faire rire à partir d'un sujet, en fait, qui est assez triste. Mais cela dit, je suis d'accord avec vous, c'est mieux traité dans la série 10% que ça ne l'est dans Arrête ton cinéma, mais peut-être aussi parce que les publics visés ne sont pas les mêmes. En France, la comédie est quand même un genre majeur au cinéma pour faire des entrées. Alors que d'une certaine façon, et c'est peut-être paradoxal, on peut faire des choses plus exigeantes à la télévision, en tous les cas, sur Arte, sur Canal+, ou sur France 2, comme ils viennent de le démontrer avec ce film, ou comme on l'avait fait il y a des années avec Clara Scheller, ou des films de ce type, des téléfilms de ce type. Michel Cerruti. Pour répondre à la question que posait Guillaume quant au fait de savoir si le cinéma peut se mettre en abîme, oui, bien sûr, évidemment, parce que le passé nous a montré pendant des décennies qu'il y avait la possibilité de faire des grands films et des chefs-d'œuvre, parce que je pense, comme pour 10%, comme en plus dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, où il y a la volonté d'en apprendre toujours un petit peu plus sur ceux que l'on voit qui sont médiatisés, qui fonctionnent, les people, les célèbres, les stars, eh bien si on peut entrer dans cet univers-là à travers un film, pourquoi pas qu'il soit drôle d'ailleurs, mais pas qu'il soit à ce point caricatural ou vaudevillasse, parce que du coup, ça en perd la crédibilité, puis on ne sait plus si on a affaire à la gaudriole ou quelque chose
sur quoi on peut véritablement avoir un avis ou un regard. Mais bien sûr que le cinéma doit et peut faire ça. Il y a le mépris de Godin, par exemple, pour ne citer que celui-là. Mais vous vous rendez compte que tous les cinéastes que vous avez cités, que ce soit Altman, Godard, Fellini, etc., on est dans le génie. Oui. Ou même Iñárritu, avec Birdman. On est en train de friser là aussi l'éclosion absolue avec The Revenant d'un génie du cinéma. L'un des problèmes en France aussi pour les comédiennes, et là on vient de citer 3 comédiennes qui sont excellentes, à savoir Zabou Bretman, Josiane Balasco et Sylvie Testud, c'est qu'à un moment ou à un autre, pour des raisons X, Y, Z, il se trouve que l'âge venant, elles sont obligées de passer à la réalisation parce qu'il n'est pas certain que tous les jours, leur téléphone sonne en disant « Allô, Madame Balasco, j'aimerais bien que vous jouiez dans mon film ». Donc toute cette génération-là, ils ont été amenés, pratiquement, j'allais dire, obligés pour continuer à exister au plus haut niveau du box-office, à écrire eux-mêmes leurs films. Guillaume, Isabelle Huppert, qui a une carrière et beaucoup de films, elle n'a jamais passé de l'autre côté. Et c'est son talent. Et Agnès Jaoui, qui fait les deux, elle réussit. Donc, moi, je pense que là, c'est juste, elles ont eu tort de le faire. Voilà. Non, mais Josiane Balasco explique aussi que quand elle a voulu tourner son film, c'était compliqué. Pourtant, Josiane Balasco, c'est un nom dans le cinéma français. Quand elle a ce film où elle jouait une femme cougar, enfin, voilà, et c'était compliqué. Elle a eu du mal à trouver des investisseurs. Donc ça, mais c'est ce qui est dommage dans ce film, d'ailleurs, c'est que ce côté-là, on l'effleure un peu avec Sylvie Testud qui galère parce qu'elle est actrice et elle veut être réalisatrice et en plus elle a sa vie de famille, donc ça c'était intéressant. Ça reste des souffrances de riches quand même. Oui, non mais c'est sûr, non mais ça peut être intéressant aussi de voir comment une femme doit, en même temps c'est aussi le quotidien d'une femme, ça peut être intéressant et là je trouve que c'est un peu évacué pour la gaudriole et c'est un petit peu dommage. Voilà, le livre s'appelle Arrête ton cinéma, Sylvie Testud, c'est un livre de poche, c'est un roman qui a été lu et qui maintenant donc se retrouve dans les collections populaire. Pour clore ce débat, un tour sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Ciné, Série et compagnie, qui nous rappelle le double rôle de Sylvie Testud, romancière et actrice. Et puis vous suivez sur le compte Twitter de l'émission, donc vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Deuxième sujet, nous allons changer totalement d'univers puisque nous allons parler des booktubeurs. Et si la critique littéraire de demain était une jeune fille de 18 ans s'exprimant tranquillement via YouTube ou sur les réseaux sociaux. En fait, c'est déjà le cas. On les appelle justement les booktubeurs ou les booktubers. Ce sont des jeunes gens addicts aux livres qui partagent leur dernier coup de cœur littéraire sur la toile. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Est-ce que dans la littérature, on va avoir le même phénomène que dans la mode, par exemple, où les jeunes femmes qui commentent les dernières collections sont devenues aussi importantes que les reines de Vogue ou de Vanity Fair? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour les booktubeurs? On le découvre quelques profils de ces jeunes gens et jeunes femmes à travers ce reportage de la radio-télévision suisse et on en débat juste après. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Elles ont entre 20 et 30 ans, elles sont passionnées de littérature, le plus souvent fantastique, et depuis 3 ans, leur audience sur la toile ne cesse de grandir. Ces jeunes femmes sont des booktubeuses, contraction du mot anglais book pour livre, et de YouTube, la célèbre plateforme de vidéos. Si je reste, c'est un livre écrit par Gail Forman. Je vais vous rappeler rapidement mon avis sur ce livre. Chaque semaine, elles racontent leur lecture avec sincérité, humour, folie. À Fribourg, Margot, qui est libraire dans la vraie vie, est l'une d'elles. Alors, mon plus grand plaisir, c'est d'avoir les retours des gens. C'est vraiment pouvoir discuter avec eux. J'ai adoré ce que tu as fait là, ça m'a donné envie de le lire. Et quand ils ont également lu un livre qu'on a bien conseillé et qu'on a adoré et qu'ils ont aimé, je me dis que j'ai réussi. Près de 7000 personnes sont abonnées à la chaîne BookTube de Margot. Elle est en Romandie de loin la plus suivie, mais pas de quoi concurrencer ses homologues anglo-saxonnes. Christine, par exemple, de Boston, totalise plus de 140 000 abonnés. Sa notoriété, cette américaine déjantée l'a fait fructifier en monnayant certaines chroniques auprès des éditeurs et à coups de produits dérivés, loin de Margot, qui récolte autrement les fruits de son succès. J'étais pas du tout à l'aise avec mon image, avec ma personnalité qui était à l'époque où j'ai commencé très discrète, très timide, je parlais pas beaucoup aux gens, mais le fait de commencer ça par un coup de folie, ça m'a aidée. Seule concession à la convoitise des maisons d'édition pour qui les booktubeurs sont un véritable trésor, à la fois prescripteurs et recruteurs de nouveaux lecteurs, Margot accepte les ouvrages qu'on lui offre, mais elle le jure, sans jamais les chroniquer automatiquement et en disant toujours ce qu'elle pense. Voilà, donc est-ce que ce phénomène est amené à se développer? Est-ce que le monde de la littérature
de l'édition va s'emparer du point de vue justement de tous ceux qui sont booktubeurs ou booktubeuses. Je vais commencer par Olivier. Oui, j'ai très envie. Parce que vraiment. Non, mais c'est On se demande bien pourquoi. L'inépuisable curiosité de TV5 et de Guillaume Durand fait que j'ai découvert quelque chose d'assez formidable. Et je le conseille à tous nos auditeurs, spectateurs. Moi, il se trouve que j'écris des livres, vous en écrivez, on en écrit tous. Et de plus en plus, on se dit, vous allez en écrire un, racontez votre vie, Mathieu, mais on se dit, dans le fond, qu'est-ce qui est prescripteur aujourd'hui? Est-ce que ce sont les prix littéraires? Est-ce que c'est la critique littéraire? Alors, on dit, il n'y a plus de critique. Comment un livre? Alors, on vous dit, ben non, c'est le bouche à oreille, c'est le libraire. Eh ben oui, sauf que là, et on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, c'est vrai que les éditeurs vous disent toujours, il faut bien vous souvenir quand vous publiez que les lecteurs sont des lectrices. Voilà. 70% des lecteurs, on le sait, dans le domaine de l'histoire, sont des lectrices. On dit en général des lectrices de plus de 40 ans, qui ont possibilité d'acheter des livres, qui ont un peu de moyens, etc. Et là, en l'occurrence, ce sont des jeunes prescripteurs, si j'ose dire, qui, dans le décor de leur petite bibliothèque... D'où le sourire Diamant, tout d'un coup, de l'ambassadeur. De leur petite bibliothèque qui nous regardent chez elle. Non, mais alors, je vous raconte tout. Hier soir, donc, avant de préparer ma petite fiche, j'ai montré ça à ma fille qui a 13 ans et qui a trouvé ça absolument formidable, qui ne connaissait pas du tout le phénomène et qui, je pense, à mon avis, dès demain, sera sur le net avec ces petits bouquins qu'elle va vendre. Alors, vrai, c'est pas du Balzac, c'est des petits bouquins de filles. C'est pas demain que Echnoz ou les écrivains dont on parle ici peut-être vont être traités par les booktubeuses, mais c'est une formidable manière d'intéresser les jeunes à travers l'image et donc le net, à cette chose qui semble perdue, qu'est la lecture. Et en fait, on se rend compte que dès lors qu'elles peuvent faire un petit spectacle, se mettre en scène et nous faire vivre leur passion pour les textes, et je suis certain que ça fera les futurs Pierre Assouline et Jérôme Garcin des années 2020-2030. Voilà. Mathieu. Ben, ce qui est intéressant... On commence par le centre. Nous terminerons par les ailes. Au bout du centre, comme on dit. Ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est de voir aussi qu'on assiste avec la montée des YouTubers, des booktubers, à une espèce d'autonomisation des pratiques culturelles. Et ça, d'ailleurs, c'est un spécialiste du selfie qui enseigne tout juste ici à côté, André Gunther, dont j'ai lu le livre, d'ailleurs, sur les selfies, qui est très intéressant, qui parle de ça. Et il dit, on assiste à un phénomène où on court-circuite les hiérarchies traditionnelles, le top-down culturel tel qu'il existait auparavant. Ces jeunes-là ne sont plus du tout dans cette espèce de relation aux médias. Ils sont le média. Le magazine Variety, qui est le grand magazine de culture populaire aux États-Unis, fait à chaque année un sondage des vedettes chez les jeunes. En 2014, il y avait 6 des 10 vedettes les plus populaires chez les 18-25 qui venaient de YouTube. Un an plus tard, en 2015, c'était 8 sur 10. Alors, c'est dire que l'univers culturel des jeunes, maintenant, il ne vient plus d'Hollywood, il ne vient plus des grands conglomérats médiatiques. On a au Québec, par exemple, une nouvelle maison qui entoure des YouTubers, qui a été lancée l'automne dernier. Ils sont 12, ils totalisent 1,5 million d'abonnés. Et là, on est au Québec, imaginez 8 millions d'habitants. Et il faut dire que le booktubing, actuellement au Québec, c'est pratiquement inexistant. Mais il ne faut pas oublier que ces pratiques-là, elles sont naissantes. Vous disiez, c'est sûr que là, pour le moment, on n'a pas des spécialistes de grands écrivains, entre guillemets. On est dans quelque chose qui est encore assez... on appelle ça la chick lit. C'est très de la culture populaire. Littérature de filles. La littérature de filles. Mais c'est un média, pardon? De Goezès. Mais c'est ça, mais c'est un média... la littérature jeunesse, on va être un peu plus large. Parce que Hunger Games, c'est plus pour les filles, mais enfin, les garçons en lisent un petit peu. Terminez votre démonstration. Mais c'est une pratique qui commence, et ça va être intéressant de voir le suivi de ça, parce que actuellement, les YouTubers, ce sont des forces culturelles en soi, parce que on regarde les vedettes des jeunes, ils viennent presque tous de ce monde-là. Alors, ça va être intéressant de voir comment, justement, le monde littéraire va réussir à se La grande question, c'est de savoir si de YouTube va-t-il sortir... Pas chez nous. Mais c'est ça, en fait, elles je vais terminer ma phrase, autrement je vais avoir l'air d'un andouille. Je termine ma phrase. Voilà. Non, la question, c'est de savoir si, effectivement, de YouTube sortiront des Balzac comme ils sont sortis des journaux du 19e siècle. Voilà, j'ai terminé ma phrase. Vous pouvez enchaîner.
J'avais un bémol par rapport à ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire que les maisons d'édition ont compris le phénomène. Hein, même si ça commence en France, elles commencent à essayer de récupérer les lectures de Nin, donc Nin, Buldop, Margot Liseuse. C'est vrai que ce sont beaucoup de ces booktubeuses, sont surtout des booktubeuses, ce sont des filles. Je trouvais un garçon en France, et maintenant elles commencent à envoyer leurs livres pour que effectivement ces jeunes femmes parlent de leurs livres. Donc il y a une petite récupération. Il y a même une de ces jeunes femmes qui a été embauchée dans une maison d'édition. Et certaines, d'ailleurs, se disent un peu, elles ne savent plus trop si elles doivent faire appel aux maisons de presse ou pas. Elles se filment, d'ailleurs, il y a une pratique qui vient du jeu vidéo, parce que ça existait déjà dans le jeu vidéo, qui s'appelle le unboxing. C'est-à-dire qu'on arrive en fait, la maison d'édition vous a envoyé tout le paquet de livres, et alors c'est aussi, ça fait partie de cette démarche, c'est-à-dire d'ouvrir, de la mise en scène, d'ouvrir ces boîtes en carton et de dire, voilà, je viens de recevoir ça. Et on sent que certaines... de jeter par-dessus son épaule, comme Jean Hidernalier. D'accord. Alors, elles sont beaucoup plus sages. Hein. Les jeunes filles que j'ai vues sont beaucoup plus sages, elles ne font pas ça. Mais c'est vrai qu'elles ont peur d'être récupérées par le système et de ne plus avoir leur indépendance parce que voilà, les maisons d'édition sont très si c'est mauvais, c'est une bonne chose qu'elles n'aient pas leur indépendance. Oui, mais alors après, ça, c'est une autre forme. Moi, c'est juste ça. J'espère aussi que ça va peut-être dépasser un peu cette littérature. Alors, littérature de filles, je trouve ça un petit peu condescendant de dire ça, parce que je pense que c'est une littérature jeunesse. J'espère qu'elles vont s'ouvrir sur d'autres livres que Hunger Games. Mais je pense que c'est adapté aussi à l'audience, là, pour l'instant. Pour l'instant, qui regarde ces youtubers, booktubers, c'est évidemment aussi plutôt des jeunes qui ont tendance à consommer Internet de cette manière-là. Le jour où on aura des gens de 40 ou 50 ans qui vont regarder Internet de manière plus assidue, il y aura peut-être aussi à ce moment-là des chroniqueurs qui seront capables de leur parler, qui auront peut-être aussi plus de bouteilles. Genre, par exemple. Dans notre genre. C'est ça, on n'a qu'à regarder cette émission sur Internet, finalement. C'est un petit peu le même travail pour amener les livres, et puis on va les sortir, on va les déballer devant vous. Non, je pense que les mêmes questions qui se sont posées auparavant pour l'influence qu'avait directement Internet sans passer par les médias traditionnels va se poser pour ce genre de chronique. Il est vrai, alors Estelle, ou ceux qui ne le savaient pas, effectivement, que les maisons d'édition travaillent déjà de manière assez proche avec ces derniers, voire les salons du livre. En Suisse, il y a une booktubeuse qui s'appelle Les Histoires de Margot. Elle-même est libraire, elle bosse pour une grande surface. Elle est libraire, elle a près de 30 000 followers en Suisse, ce qui est quand même assez important pour un petit pays comme celui-là. Ça fait 4-5 ans qu'elle fait ça, plutôt bien. Voilà, le livre sur les quais, avait conclu un partenariat avec elle pour qu'elle promeuve le livre sur les quais. Elle l'a fait. J'ai lu également que, je crois que c'est Robert Laffont en l'occurrence, avait pris contact avec des booktubers pour avoir... Enfin, plutôt, des booktubers avaient pris contact avec Robert Laffont pour leur proposer un auteur américain qui était auto-édité, pour lui dire que ce serait bien de le traduire, parce que ça ferait certainement un bon bouquin. Ils l'ont fait. Ils ont même choisi la couverture et le titre du bouquin en français avec les booktubers. Le bouquin s'est vendu à 8000 exemplaires sans aucune promotion. Ça a marché. Donc, il y a ça aujourd'hui. Maintenant, le grand danger, évidemment, comme partout, en tout cas pour nous qui sommes au milieu, on va dire, entre les partis et qui représentons, on va dire, une certaine tradition du métier, évidemment, c'est qu'on en vienne à ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui, ce soit des influenceurs directement, ou des prescripteurs dans le sens où on n'est plus, on va dire, dans une certaine... enfin, on explique directement ce qu'il faut faire, comme le font les sportifs. On fait une sorte d'influence, on fait une sorte de management ou de placement de produits, et puis que le lecteur ou celui qui suit ce blog eh bien, ne soit pas tout à fait au clair avec le rôle que joue la personne qui n'est pas simplement un critique, mais qui est quelqu'un qui est payé ou qui a intérêt à vendre quelque chose financièrement. Mais le petit danger... Magnifique silence du début. Toujours pour avoir l'attention, 2 secondes de silence, toujours avant de s'exprimer. Exactement. François Mitterrand. Voilà, François Mitterrand. Parlez comme ça. On faudrait peut-être démarrer quand même. Être gentil, mais je ne veux pas être vulgaire, mais ton ton est mort. Hein. Je te le rappelle. Et alors parlez très bas pour que vous soyez obligés de m'écouter. Voilà, alors allons-y. Non. L'aspect démocratisation de la critique est évidemment, comme pour tout dans la société, une très bonne chose. Après, évidemment, dès qu'on dépasse un peu la limite, ça devient une catastrophe. C'est toute la difficulté des réseaux sociaux, de l'univers numérique dans lequel on est. Parce que après, vous entrez dans le commentaire sur Facebook de tout le monde qui a un avis, alors qu'il n'y connaît absolument rien, mais qui a un avis parce qu'il peut l'exprimer. Juste pour vous donner un exemple de ça, j'ai écrit un petit texte à la demande de Jean-Patrick Capdevielle, qui l'a mis immédiatement sur son Facebook. Et alors, les principales critiques, c'est « Ah ben ça fait 3 feuillets, c'est beaucoup trop long ». Voilà le résultat de la critique sur Facebook. C'est « Ah non, 3 feuillets, c'est trop long ». Oui, mais en même temps, je trouve que c'est un formidable pied nez à cette espèce d'idée reçue qui est qu'aujourd'hui les jeunes sont devant leur tablette toute la journée et ne lisent pas.
Parce que là, ils vont être devant leur tablette et ça va leur donner envie de lire. Et puis moi, j'ai toujours préféré les amateurs aux professionnels dans toute chose. Et donc, je trouve formidable. Je pense que l'ambassadeur est depuis le début de cette émission sur un terrain extrêmement glissant. C'est l'écrivain et qui il continue à visionner Non, à travers je ce vous regard présenterai brillant certains professionnels. une booktubeuse qui a dû lui tomber dans les bras récemment. Il y a une chose qui est certaine, c'est que de toute façon, il y a une énorme différence entre écrire, fût-ce démocratique, et la littérature. Ça n'a strictement aucun rapport. Ah oui, mais Tous la les gens qui lecture. font des pâtés de sable ne sont pas des sculpteurs. Mais le goût de la lecture, Donc, il- vive les pâtés de sable démocratiques, mais vive Giacometti. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais... non, C'était un peu radical. C'était une conclusion Oui. parfaite. Du pâté de sable à Giacometti. Bravo, Guillaume. Non, je vais ajouter quelque chose d'intelligent après ce truc radical un peu bébête. Stephen King, à un moment, s'est vraiment posé la question de l'édition par Internet. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais m'affranchir de ce truc, parce que c'est vrai que tous les gens qui achètent un livre, tout à l'heure je parlerai avec chaleur du livre des choses, ils se demandent, mais comment se fait-il que les auteurs touchent 12%, alors que ça coûte pratiquement rien à fabriquer, et ça coûte finalement cher aux gens qui les achètent. Et malheureusement, il a essayé, c'est pas n'importe qui, c'est un des plus grands vendeurs de livres dans le monde, il a été obligé de revenir pour le roman suivant vers l'édition traditionnelle. Comme quoi, Guillaume, 12%, c'est un mauvais deal. Hein. Ouais, mais c'est comme quoi ce qui s'exprime sur le net n'aboutit pas toujours à la sanctification par l'édition et par le monde des lecteurs professionnels, mais qui peut être contre, évidemment, la démocratisation de la culture. Nous sommes pour, et heureusement. Pour clore cette discussion, un tour sur les réseaux sociaux. Ici, le Serial qui dévoile ses Serial lectures et conseille aux internautes, via son compte Twitter, de découvrir sa vidéo consacrée à 1984 de George Orwell. Ça aussi, c'est d'ailleurs très intéressant, ceux qui sont passionnés par un sujet et qui donnent quelquefois des ouvertures sur Internet particulièrement passionnantes. Vous suivez grâce sur le compte Twitter de l'émission, où vous laissez vos commentaires sur le hashtag, donc 300 millions de critiques, et vous retrouvez les infos sur le site Internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Pour notre dernier débat, nous parlerons d'un artiste belge ô combien sympathique et que nous aimons tous ici, qui s'appelle Arnaud. Pour l'instant, c'est l'heure du Zap Culture, du zapping culturel, qui a été réalisé par Estelle Martin notamment. Cocorico, cette année, le 9e art consacre un Belge, originaire d'un petit village de Malmedy. Herman, 77 ans, n'attendait plus une telle récompense. Les gens d'Angoulême, c'est l'ancienne génération, quoi. Cette génération où ils étaient tellement l'habitude d'être entre mecs qu'ils s'imaginent que ça continue toujours comme ça. Mais les temps ont changé. Maintenant, il y a des filles, elles sont là, elles sont présentes, elles ont une œuvre, et elles sont importantes. Calmez-vous les filles. Nordine, mon fils, toi aussi t'es l'homme de la maison, dis-moi ce que t'en penses. Alors moi je pense que Nawel... Hein. Après l'Olympia l'année dernière, elle sera la première Belge à remplir Forêt Nationale avec un One Woman Show. Une fierté pour cette parfaite bruxellaire qui aime revenir en Belgique alors qu'elle vit aujourd'hui à Paris. La Belgique dont l'image est fortement écorchée aujourd'hui. Ça c'est moche. Ben non, c'est pas moche. Mais quand on débarque dans un pays coincé entre l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, faut pas s'attendre à découvrir des paysages tropicaux. Hein. Voici Heidi et son grand-père, version 2016. Le film a déjà fait 1 million d'entrées en Allemagne et en Autriche, 400 000 en Suisse alémanique, et il a été vendu dans 50 pays. Et alors que d'autres filment les montagnes suisses, lui préfère parler des nuits zurichoises et de la cocaïne qui coule à flot. La Suisse rurale dans les têtes, c'est vraiment la passé. Et cette politique isolationniste de Blocher et tout le monde, c'est un peu vraiment passé. Au son du tambour, Alain Finkielkraut, 66 ans, fait son entrée sous la prestigieuse coupole de l'Académie française. Le philosophe et écrivain a redit son amour de la France et de son identité, quoi qu'il lui en coûte. Cela me vaut d'être traité de passéiste, de réactionnaire, voire pire, et même le pire. Et les voilà, prenant vie devant nous. Le clown blanc et l'Auguste. Le grand public ignorait alors que Chocolat s'appelait Raphaël Padilla et qu'il avait été vendu comme esclave à Cuba. Et tout ça a été totalement oublié. Donc ça, c'est une des motivations. On a envie. Nous, quand on découvre l'histoire, on est complètement émerveillé et fasciné par cette histoire. Magnifique. Vous faites de moi une attraction, un animal de foire. Non, écoutez, non. Alors pourquoi vous me dessinez comme ça? C'est ressemblant? Printemps 2011, il est arrêté. Incarcéré, battu, dans cette vidéo, il met en scène son emprisonnement. Wei Wei est un artiste engagé qui le paye cher. Aujourd'hui, il a quitté la Chine. Et il s'expose à Paris, des sculptures en bambou et papier de soie.
Le pointillisme et le néo-impressionnisme retrouvent aujourd'hui de la couleur dans les expositions et Paul Signac peut continuer de voyager. Ce morceau-là, c'est aussi le nom d'un nouveau projet justement que je suis en train de monter et que va un peu voir un petit retour aux sources vers la musique traditionnelle égyptienne. Les musiciens jouent d'un instrument. Moi, je joue de l'orchestre. Le nouveau film qui lui est consacré braque les projecteurs sur cette face sombre. Une maman a 3 enfants et 2 pommes. Cédric, je t'interdis. Comment fait-elle pour donner la même chose à chaque enfant sans en punir un? Il se sent mal aimé, rêve de quitter la maison et cette mère dure et possessive. Il y a une forme d'abnégation aussi chez lui qui va subir un peu cette femme qui lui rend pas vraiment un amour qu'il souhaiterait, alors que dans son milieu de travail, il est très très bon et c'est quelqu'un qui écoute bien, qui est aimant, qui est aidant. Ça va aller maintenant. Il vous aime. Notre dernier débat va porter sur un artiste polymorphe, le Belge Arnaud, 66 ans. C'est d'ailleurs dommage de donner son âge, car il y a quelque chose d'éternel chez ce garçon, avec sa tignasse, ses chemises noires, ses jeans, ses bottes, et en même temps cette voix rauque qui mélange la chanson francophone et le blues que nous aimons tous beaucoup. Le dernier album s'appelle Human Incognito, c'est Arnaud le chanteur, mais il y a aussi Arnaud l'acteur, aux côtés de Nathalie Baye dans Préjudice d'Antoine Cuypers. Nous allons écouter le chanteur et nous évoquerons sa personnalité ô combien attachante. Smart too late, young too short, stupid too long. There's a time in life you have to protest. There's a time in love you have to take a rest. Je suis un vieux motherfucker. I'm just an old motherfucker. Don't worry, I'll say nothing. I can see, I can speak, but I've seen everything. I've heard everything. I'm still like a feather for each wind that blows. Je suis un vieux motherfucker. Je suis un old motherfucker. Voici donc le dernier album d'Arnaud qui s'appelle Human Incognito. Le voici, le voilà. Si vous regardez par exemple sur Internet, tout à l'heure on parlait d'Internet, la manière dont il reprend ses chansons avec notamment un seul pianiste, c'est tout à fait émouvant. Qui se lance? Allez Yves, l'homme de la musique. Arnaud, vous l'avez dit, Guillaume, c'est un personnage génial. Ses interviews sont quasi des œuvres d'art, hein, comme l'étaient celles de Gainsbourg ou de Bob Dylan. C'est un artiste qu'on aime beaucoup. Il est extrêmement sympathique dans sa spontanéité. Il a un esprit absolument incroyable. On aime beaucoup. Un certain nombre de ses chansons sont extrêmement émouvantes. Alors, pour ses albums, ils sont toujours intéressants. Il y a toujours un petit côté un peu bâclé à la va-vite, qui est de la spontanéité, mais qui peut-être est ce qui l'empêche de franchir un niveau supérieur. Mais franchement, il est absolument adorable. Et il est en même temps une contradiction permanente, parce qu'il est flamand, mais il chante beaucoup en français. En anglais, un peu. En anglais, pas mal. Très peu en flamand dorénavant. Il est bruxellois. Il dit d'ailleurs, je suis une lesbienne francophone. On sait où le trouver, hein, à Bruxelles. Il y a grosso modo l'Archiduc et puis un ou deux autres bars. Il est très lié à Stromae, qu'il appelle Paul. D'ailleurs, dans toutes ses interviews, il refuse d'appeler Stromae. Exactement, et avec lequel, d'ailleurs, Stromae a fait avec Arnaud une nouvelle version de Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes tous des Européens, qui était l'hymne de Tissimatic, qui était le groupe à travers lequel on a découvert Arnaud en France au Transmusical de Rennes. Et puis, c'est quelqu'un
d'extrêmement prolixe. Hein. Alors, il produit beaucoup, il joue beaucoup au cinéma aussi. Et puis, qui est ce personnage incroyable, hérité des années 60, hein, parce que c'est un genre de hippie égaré dans les années 2000, hein, Arnaud, avec sa spontanéité, en même temps avec un cynisme, mais une grande générosité, et puis qu'on a pu alors comparer avec cette rossité, et puis ce blues, à Tom Waits, parfois à Jacques Higelin. Moi, je vous dis, je trouve qu'il a le même genre d'esprit, alors très différent, hein, puisque, encore une fois, c'est un Belge, donc il a tout ce surréalisme, cette autodérision incroyable, mais il y a quelque chose de Gainsbourg dans sa fulgurance, dans ses aphorismes, même si en tant que musicien, ils sont tout à fait différents. Hein. Gainsbourg, c'était un dandy qui faisait des choses très élégantes, etc. Alors que Arnaud, lui, il va... Voilà, hein, il va au fond du... C'est son vieux fond blues. Ouais. Voilà, il va au fond du verre de bière. C'est-à-dire que lui, quand il boit de la Chimay bleue, il boit juste ce qu'il ne faut pas boire, parce que c'est ce qui vous envoie immédiatement aux toilettes en courant, mais il boit la lie qui... Je vous rappelle que nous sommes une émission culturelle. Mais justement... Et que les toilettes, c'est une pièce qui n'existe pas dans l'appartement de 300 millions de critiques. Mais pour Marcel Duchamp, oui, en revanche. Je vous rappelle. Et d'ailleurs, je le dis aux Français, ou aux Africains, ou aux Maghrébins, aux Libanais qui nous regardent, quand vous allez en Belgique boire de la Chimay bleue, voilà, c'est une des meilleures bières belges, mais ne buvez pas la petite lie qui est au fond, car... Serre de table. Sinon, voilà, vous allez être occupé pendant l'heure qui vient. Les conseils du sommelier. Michel, vous, l'amateur de jazz, est-ce que vous retrouvez en Arnaud cette pulsion qui est finalement la pulsion qui a été récupérée par beaucoup de Blancs, les Blancs des années 60 en Angleterre, c'est-à-dire tout ce qui a marqué le rock mondial, c'est des gens qui prennent la musique des Noirs et qui l'amènent vers leur langue, qui l'amènent vers leur culture, qui la déforment, mais qui gardent son authenticité. Parce que c'est un peu ça, Arnaud. Hein. Ouais, bah je crois que tu as dit la bonne chose, authenticité, sincérité, c'est ce qu'on peut retrouver en tout cas dans une certaine forme de blues ou du jazz, quand la musique est véritablement improvisée sur scène, quand elle est réalisée par un groupe de gens qui sont là, de musiciens, et puis tout d'un coup quelque chose éclot. Et je crois que, voilà, dans ce que disait Yves, dans ce que tu as dit au départ, enfin, j'ai pas écouté, tout le monde n'a pas encore parlé, mais je crois que ce bonhomme, ce musicien, cet artiste, cet homme nous est tous éminemment sympathiques. Parce qu'il y a une démarche authentique, il y a une démarche sincère, en plus qui est documentée. Tu as donné son âge en disant 66 ans, il ne faudrait pas le dire. Mais en même temps, oui, mais ça fait 45 ans qu'il est comme ça, voire plus. 24 albums. Ouais. Et qu'il est fidèle à lui-même. Il va jusqu'au bout des choses dans sa vie, dans la façon dont il compose, dans la façon dont il joue. Sur scène. C'est un poème de voir ce type sur scène. Il était à Nyon il y a... I am an old motherfucker. Ouais, il y a 1 année et demie, il jouait en plein cagnard au mois de juillet à Nyon avec son groupe. Il transpirait, il suait à grandes gouttes, mais il était d'une générosité totale à 4h l'après-midi en ouverture. C'était la même chose à Spa aussi, hein, dans la canicule. Voilà, on aime ce type parce qu'il dégage quelque chose, même au contraire, la naïveté, j'allais dire, même si de temps en temps c'est naïf, mais au contraire, cette naïveté dans les textes, souvent, contribue à cette sincérité, Enfin, c'est assez cabossé, c'est pas si bêta que ça. Non, c'est pas bête. C'est assez cabossé. Mais c'est pas de la musique de producteur, c'est ça que je voulais dire. C'est pas de la musique de producteur, c'est de la musique de musicien. Enfin, c'est un peu les Stones belges, quoi. Il y a un côté comme ça, on prend une bière, on arrête, on ressort. Les accords, les harmonies sont toujours un peu la même chose, mais on tâche de réinventer quelque chose sur une grille qui est toujours la même. Il a gardé, juste pour terminer, c'est ça que moi j'apprécie notamment chez lui, il a gardé cet esprit de révolte qu'il animait dès le départ en tant que rocker, et c'était sa première identité rock-punk, il était entre ces deux-là, et il voulait faire la révolution, et c'est comme ça qu'il faisait la musique et l'envisageait, ce qu'il regrette aujourd'hui, les musiciens ne le font plus, et il a gardé tout ça, ça se sent dans cette musique, et ça, moi ça me le rend éminemment sympathique. Mon cher Olivier, cette semaine, je trouve que vous avez une tête de batteur. Je ne sais pas pourquoi. La semaine dernière, j'avais une tête de bassiste. Là, je vous vois. Alors, allons-y. Une petite fausse note quand même, hein, parce que quand commence une séquence... Il en fait, hein. Quand commence une séquence présentée par Guillaume Durand, ce « on aime », pour moi, est insupportable. C'est-à-dire qu'on vous estimez que tout le monde aime. Non, mais moi, j'aime pas, en fait. J'aime pas parce que chaque émission... Mais vous avez le droit. Non, mais presque chaque émission, maintenant, vous nous remettez des chevaux de retour. Alors, il y avait Antoine la fois dernière, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, il y a Arnaud. Le problème d'Arnaud, à la différence de Gainsbourg, moi, j'y connais 10 fois moins sur la Belgique et sur la musique qui mais c'est que Gainsbourg a eu un public jeune, toujours un public jeune.
je ne pense pas qu'Arnaud ait eu autre chose qu'un public de vieux ici présent. Je ne pense pas que les jeunes écoutent ça, les bouctubeuses dont vous avez parlé. Les jeunes belges aussi, en tous les cas. Bon, je suis alors oui, ça fait peu de monde, mais franchement, c'est bien en soi, ça nous plaît, ça plaît une génération, mais il me semble que toute sa carrière, que j'ai suivie d'un peu loin, mais enfin j'ai quand même entendu parler de lui depuis 20 ans, a consisté à être, comme vous l'avez dit, sympathique, éminemment sympathique. Et authentique. Et authentique. C'est pas un défaut. Oui, non, c'est pas un défaut. Néanmoins, il y a des échelles de valeur. Et je trouve que, vous l'avez dit pour Giacometti, mais il ne faut quand même pas placer tout sur le même plan. Me l'a dit. Voilà, on peut être authentique et pas être un grand créateur. On a dit Gainsbourg. Pour moi, c'est quand même pas ça n'a rien à voir. De même que Lavilliers est intéressant, mais je trouve ça n'a rien à voir. Et donc, voilà. Vous êtes toujours batteur. Vous n'êtes pas monté en grade. Ouais, je suis désolé. Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que dans la musique européenne, on n'a pas tant que ça d'appropriation d'un esprit américain, puis et surtout d'une manière quand même réussie d'aller chercher cet esprit blues, parce que lui, d'ailleurs, il avait dit qu'il a voulu faire carrière dans la musique après avoir écouté Howlin' Wolf. Et à 15 ans, il a écouté Howlin' Wolf et dit « OK, moi, je veux arrêter de travailler dans ma vie et je veux faire des chansons. » Il était cuistot. Oui, c'est ça. Mais il a le droit. Il a le droit. Et donc, c'est intéressant de voir aussi que c'est quelqu'un qui s'est quand même assez renouvelé, parce que vous avez parlé de thématique. On était quand même assez loin du son dans lequel on le trouve aujourd'hui. C'était assez krautrock. Il y avait un truc un peu new wave aussi, par moments, assez expérimental. Et donc, on le retrouve après avec des trucs très bluesy. Peu de musiciens européens ont réussi ça. Il y a Charles-Élie Couture qui a intégré de ces influences-là. Il faut aussi dire que c'est quelqu'un qui a quand même eu une certaine renommée à l'extérieur des frontières, même au Québec en 95-16, milieu des années 90. C'est quelqu'un qui a vraiment explosé. Il est venu au coup de cœur francophone. Après ça, 2 années de suite au Francophonie. Et donc, de réussir à durer quand même comme il a réussi à faire toute sa carrière, il faut quand même le souligner. Et en réussissant, en se renouvelant de cette manière-là, en reprenant aussi toutes sortes de répertoires, parce que c'est un bon interprète. Il a repris Brel, entre autres choses. Julio Iglesias également. Adamo. Et quand même, il faut souligner que tout ça en gardant une espèce de ligne directrice. On va vous l'envoyer, il va venir faire de la peinture chez vous, comme Charles-Élie Couture à New York. Non, mais ce qui est amusant, c'est que les Belges se méfient un petit peu de ce côté authentique. Là, je voyais des critiques de Belges, de journalistes musicaux belges, qui disaient oui, les Français l'aiment bien, ils le trouvent très sympathique. Et ils trouvent que parfois, il fait un peu trop folklorique. C'est-à-dire qu'ils se demandent si Arnaud... Alors, moi, je ne doute pas vraiment de son authenticité, mais s'il ne fait pas un peu trop dans le côté belge sympathique, avec son humour, je n'oserais pas dire à 2 balles, mais enfin, quand même, l'humour qui... C'est vrai qu'il a le sens de la formule, en tout cas, Arnaud. Et les Belges disent oui, bon, peut-être qu'il en fait un petit peu trop pour séduire les Français parce qu'ils attendent ça d'un Belge. Et c'est vrai Gainsbourg, il n'en faisait pas du tout trop. Si, mais alors après, moi je parle des Belges. C'est vrai que ça m'a amusé. Tom Waits, il n'en fait pas du tout trop non plus. Non, mais ça m'a amusé cette critique. Faites attention, c'est votre patron. Non, mais faites très attention. Je trouve que, en tout cas, c'était leur regard sur leur artiste, puisqu'ils le connaissent mieux, en tout cas mieux que moi. Non, moi Arnaud, je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il a cette voix de whisky clope. Et puis c'est vrai qu'on se dit que c'est vraiment le rocker. J'aime bien. Il dit aujourd'hui les rockers sont des coiffeuses. Voilà, toujours le sens de la formule. C'est-à-dire pour lui, il n'y a plus de rocker. Il y a lui le Hulk, Motherfucker. Voilà, et que lui, il n'est pas vraiment dans la révolte, mais au moins il est tel qu'il est. Il n'essaye pas ni de cacher son âge. Après, c'est vrai qu'il a un côté très romantique quand il dit la chanson Quand je pense à toi, quand ta langue est rentrée. Je vais dire un truc qui va vous paraître. Il a tout simplement un côté Johnny. Oui, mais il a tout simplement toute la musique. Mais moins raffinée que Johnny, parce que toute Arnaud, la musique là, tout vient du blues. Enfin, il y a cette histoire-là que je trouve assez bien incarnée par Arnaud, même si c'est pas un grand créateur. On peut tous être d'accord sur l'idée que il est quelqu'un qui vient de cette génération, qui a d'abord et avant tout aimé le blues, qu'il a réussi à l'adapter à sa langue, ce qui n'est déjà pas si facile que ça, parce que faire du B.B. King en français ou du Booker T and the MGs en français... Qui n'est pas sa langue natale. C'est quand même très compliqué. Et Arnaud sont des Flamands qui font carrière en chantant français. Oui, avec des ascendants anglais. Mais il y a aussi le côté humoristique qu'il revendique, encore une fois, quand il dit « ma langue est comme une nouille sautée dans ta bouche », ou alors quand il salue, enfin, il boit la santé des cocus du monde entier. C'est comme ça qu'il clôt cet album. Donc voilà, on sent qu'il y a toujours cette verve, cet humour, que je trouve plutôt réjouissante. Les Twittos ne manquent pas de parler du nouvel album d'Arnaud, Abira Léonis.
rappelle la sortie de Human Incognito et renvoie sur le clip du titre Un idiot intelligent. Et puis vous nous suivez, vous le savez, sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez vos messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous trouvez toutes les informations sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Je parle vite car nous devons arriver donc au coup de cœur. Et nous allons commencer par Michel. Il est là, mon coup de cœur. C'est un exemple. C'est pas forcément ce bouquin-là, mais moi, voilà, je voulais vous parler du dadaïsme qui a eu 100 ans. Le 5 février 1916 a été créé officiellement, selon les légendes, le mouvement Dada. C'était au Café Voltaire à Zurich. Un certain nombre de bouquins que vous pouvez trouver dans celui-ci, Dada chez Phaidon, avec une préface avec une explication du mouvement par Rudolph Quincy, qui, malgré son nom on ne peut plus helvète, est prof du côté des États-Unis, et je crois qu'il est américain, le garçon. Voilà, le Dada, il serait bon qu'on s'y replonge, qui avait été créé pendant la Deuxième Guerre mondiale par La Première Guerre. La Première Guerre mondiale par des gens qui avaient fui notamment l'Allemagne et qui fuyaient la guerre et qui avaient voulu un mouvement artistique qui faisait table rase de tout ce qui se passait auparavant parce qu'ils étaient vraiment complètement opposés aux valeurs qui existaient à ce moment-là. Et le Dada qui ensuite était à la source d'un certain nombre de mouvements artistiques qui ont suivi, que ce soit le surréalisme, le futurisme, le constructivisme, enfin, tout ce que vous voulez. On a un petit peu oublié et il est bon... C'est fondamental, c'est un des grands mouvement du XXe siècle. Il est bon de se replonger là-dedans, et notamment, je rajouterai encore ça, par les temps qui courent en 2016, un petit peu d'esprit Dada serait assez bienvenu. L'heure est venue du coup de cœur d'Yves Bigot. Alors, on a beaucoup parlé de Daniel Balavoine à l'occasion des 30 ans de sa disparition, d'un accident d'hélicoptère sur le rallye Paris-Dakar, au Mali. Alors, il n'était pas en course, il l'avait fait les années précédentes, mais là, en l'occurrence, il livrait des autopompes solaires pour aider les paysans maliens à pouvoir irriguer leurs champs. Le journaliste de France Inter, Didier Varro, lui a d'ailleurs consacré un très bon documentaire à la télévision, et il publie maintenant chez Fayard une très bonne biographie, Génération Balavoine. Bonne biographie, je confirme. À la Martinique... Dans le nord de la Martinique, au François, il y a un endroit formidable qu'il faut aller voir, qui s'appelle la Fondation Clément, qui vient d'ouvrir, qui est le seul endroit dédié à la culture, à l'art contemporain, à l'art moderne, dans cette région de la Caraïbe, où il y a des artistes formidables. Il y a tous les glissants et autres qu'on connaît, les écrivains, les poètes, mais aussi des plasticiens formidables. Et grâce à l'initiative d'un homme formidable, lui aussi, qui s'appelle Bernard Ayotte, 600-700 mètres carrés ont été installés là, au milieu d'une plantation et d'une fabrique de rhum, distillerie de rhum, et c'est magnifique. Il y avait une exposition Téléma qui a ouvert il y a quelques jours, faite par le Centre Pompidou, et c'était un grand moment parce que tout d'un coup, en effet, toutes les migrations Haïti, de Cuba étaient là pour célébrer l'art de la Caraïbe. Est-ce que le Quai d'Orsay nous paie des billets? Le Quai d'Orsay ne paie aucun billet à des étrangers qui pourraient venir très vite, très facilement. Dommage, j'allais vous coincer. Venez. Non, mais Quel esprit règne sur ce plateau. Hervé Télémac, qui est donc un artiste des années 60, mais un haïtien qui a fait l'essentiel de sa carrière en France et qui est un très bon peintre. Voilà, et puisque vous le dites, ça fait partie de ce qu'on appelle le grand tour dont je m'occupe et qui signale des endroits un peu singuliers comme ça où se passent des choses ailleurs que dans le centre de Paris, à Tour Eiffel, etc., ou Château de Versailles. Singulier vous êtes, mon cher Mathieu. Votre coup de cœur. On parlait de cinéma vu par les femmes tout à l'heure, et moi je vous recommande le livre d'une de nos grandes cinéastes québécoises. Il s'agit de Micheline Langto. Micheline Langto, dont le dernier film, malheureusement, je comprends pas, il y a un problème de distribution Autrui avec Robin Aubert. C'est un film magnifique sur le quotidien d'un itinérant dans l'hiver montréalais. Et donc, elle parle de cinéma. En fait, c'est les lettres à une jeune cinéaste. Elle est d'ailleurs toujours professeure de cinéma à l'Université Concordia à Montréal. Et c'est un regard, donc, sur 50 ans comme actrice, comme réalisatrice de cinéma. Vraiment un livre important dans l'histoire du cinéma québécois. Donc, lettres à une jeune cinéaste. Micheline Langto, toujours très pertinente quand elle parle de cinéma et la société en général. Donc c'est plus intéressant finalement que le film de Diane Curis. Ça se compare même pas. Et Vlan. Du cinéma, justement. Alors, le cinéma se congratule en ce moment, les Oscars, les Césars, les Magritte. Et il y a une cérémonie qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai présentée des années durant. Et surtout, elle met à l'honneur le cinéma francophone, français et francophone. Donc, c'est les Lumières. C'est la 21e édition. L'invité d'honneur, c'est Isabelle Huppert. On en parlait. Ça sera le 8 février à Paris. Ça sera retransmis sur notre site tv5monde.com. Et en fait, c'est un peu le même principe que les Golden Globes, puisque c'est la presse internationale
qui est en poste à Paris, qui récompense le cinéma francophone. Donc voilà, c'est toujours un très joli moment et les acteurs, les réalisateurs, les producteurs répondent toujours présents et on découvre la crème de la crème du cinéma francophone. Donc ce sera sur notre site tv5monde.com le 8 février. Et nous terminons avec un coup de cœur qui n'est pas mon coup de cœur, mais qui est le coup de cœur de toute notre joyeuse équipe. Jean Echenoz, c'est son dernier roman qui s'appelle Envoyé spécial. C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne fait pas grand-chose dans la vie, mais que vous allez découvrir sur les quais de Paris, que vous allez découvrir du côté de la mer Jaune ou en Creuse. C'est un mélange assez étonnant, comme toujours avec Echenoz, de choses vraies, de choses fausses. C'est vraiment peut-être le plus grand romancier français après Patrick Modiano aujourd'hui. En tout cas, le voici. Vous savez qu'il avait écrit des romans sur Ravel. C'est-à-dire que c'est un mélange entre la biographie et la réalité donc, de Maurice Ravel sur Zatopek, le coureur à pied. Enfin, c'est une merveille, Jean Echenoz, à tout point de vue. Et Envoyé spécial, voici son dernier roman. Je ne vais pas le résumer parce que ce serait, comment peut-on dire, un spoiler. Oui, ce serait gâcher le plaisir. Echenoz, il faut vraiment sortir d'ici. Vous regardez la télévision, vous allez chez votre libraire. Alors, si c'est un peu loin le libraire, vous vous forcez un peu. Et d'autant, Guillaume, qu'il mentionne à 2 reprises TV5 Monde. Voilà, exactement. Je sais que... Mais c'est vraiment une merveille. Cet Echenoz est une merveille, une sorte de trésor national. Merci à vous tous de nous suivre, comme d'habitude, dans 300 millions de critiques sur l'antenne de TV5 Monde. Vous voyez que nous sommes toujours à l'Institut du monde arabe, que derrière nous, il y a toujours au fond Notre-Dame, la belle Notre-Dame, et qu'il fait toujours beau à Paris. Quand un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert.